Salam alaikum, Azul Fillaoun. Bonsoir. Nous savons tous ce qu'ont été les élections algériennes ces dernières années, depuis que le Hirak s'était ébranlé un certain 22 février 2019. Un boycott massif, autant pour le référendum sur la Constitution que pour les législatives, que pour les présidentielles. Des taux de participation les plus faibles depuis l'indépendance, tellement ridicules malgré la fraude et le bourrage qu'elles avaient laissé penser à certains observateurs, un tant soit peu naïfs, que le régime allait peut-être les annuler pour ne pas s'encombrer de telles casseroles des années durant. Un puissant camouflé du peuple à un régime finissant. Un échec cuisant pour un système qui ne sait plus se renouveler, ni encore moins s'amender, pour pouvoir entrer dans une phase de transition qui aurait pu lui permettre de s'en sortir à bon compte. Les résultats des plus récentes élections qui viennent de se tenir, qui se sont déroulées le samedi 5 février, pour le renouvellement partiel du Conseil de la Nation, le Sénat algérien, Zama, que d'aucuns qualifient même de Conseil des sages, a atteint le taux remarqué et remarquable de, tenez-vous bien, 96,22%. Waouh! 96,22% ainsi. Presque 100%. Voilà pour les esprits chagrins, pour ceux et celles parmi nous qui ergotent sur le discrédit du régime, sur son incapacité à organiser des élections qui ne soient pas des fiascos, dont les institutions soi-disant élues ne représentent même pas le 10e du peuple et qui ne doivent la toute petite participation de quelques rares électeurs qu'à la fraude et le bourrage des urnes. Voilà de quoi calmer leurs ardeurs. 96,22% ainsi. Sauf que peut-être, c'est un peu difficile à dire, sauf que les électeurs qui ont voté, sauf que M. Chorfi, l'intrépide et incorruptible Antar Ibn Shiddad des élections, ne nous a peut-être pas dit sur les fabuleux résultats de ces exceptionnelles consultations. Sur ce taux miraculeux de 96,22%. Écoutons-le d'abord, M. Chorfi, Belfoum ou le Mla, et après on va continuer d'en parler. Écoutons-le. عندنا النسبة النهائية هي 96.22%. وعدد الناخبين المتغيبين حوالي 1027 متغيب، مما يشكل يعني نسبة ضئيلة جدا ويعبر عن التزام واستعداد المنتخبين المحليين لأداء واجبهم الدستوري في هذا المجال. Sauf que ces élections sont du Houma fi Houma. Ce sont Houma qui ont voté pour Houma. Eux qui ont voté, eux, pour eux-mêmes. Et savez-vous qui a voté pour les heureux élus? Les grands électeurs, pardi, comme dans les grandes démocraties. Et qui sont ces grands électeurs, s'il vous plaît? Ce sont les 27 151 élus des APC et des APUI des dernières consultations, qui se sont distingués, je vous le rappelle, qui ont été élus, je vous le rappelle, par la plus grande abstention, ou pour être plus précis, par le plus grand boycott électoral pour les élections locales depuis l'indépendance du pays. Des élus qui ont été élus par la fraude, par l'abstention
et le boycott dans les APC et les API. Ce sont ces gens-là qui ont été votés à ces élections du Sénat. Ces élus massivement boudés par les Algériens, à un point tel que le régime a dû reconduire le mandat des élus sortants pour de nombreuses localités où il y a eu 0 vote, pour continuer à gérer les affaires courantes en violation de la loi et de la Constitution, pour dire. Mais, s'il n'y avait que cela, si cela pouvait suffire à montrer la vraie nature du régime et ses méthodes cousues de fil blanc, pour faire croire aux opinions publiques internationales que les Algériens vivent en démocratie. Non, il fallait autre chose. Il fallait pousser le bouchon encore plus loin. Et alors que ce bidule qu'est ce Sénat n'est qu'une coquille vide, une façade menteuse, composée des partis inféodés au régime ou qui font semblant de s'opposer à lui, il fallait au régime trouver encore autre chose, puisqu'il ne fait aucune confiance à ses propres nervis, à ses propres créatures. Il lui fallait créer une minorité de blocage au cas où. Et c'est ainsi qu'est venue l'idée du tiers présidentiel. Oui, mes chers amis. En plus des 2 tiers qui sont élus, entre guillemets, par les élus, entre guillemets, de la fraude, le tiers de ce Zama Sénat est désigné par le Zama président de la République. Le tiers. Et voici les raisons de cette option telle qu'évoquée par la Constitution, et je cite. 1/3 des membres du Conseil de la Nation est désigné par le président de la République parmi les personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifiques, professionnels, économiques et sociaux. Fin de citation. Vous en connaissez, mes chers amis, des personnalités et compétences nationales dans les domaines scientifiques, professionnels, économiques et sociaux qui figurent parmi ces gens, parmi ces sages qui ont été nommés par Tebboune? Vous en connaissez? Algérie, Boustify au Sénat, famine pour les hérakistes. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Idir Wounnouren, analyste politique. Abbas Hamadan, universitaire, analyste politique. Nous allons aborder 2 thématiques aujourd'hui, celle de ce Sénat. Nous commencerons par le sujet le moins important, donc c'est la thématique de cette élection très curieuse, très bizarre, en ces temps de boycott généralisé où ils ont obtenu 96,22%. Puis nous irons vers un sujet autrement plus sérieux, celui de la grève de la faim des prisonniers politiques et des détenus d'opinion qui croupissent dans les geôles du régime algérien. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. On ne vous entend pas, on n'entend pas. Brahim Younsi? Brahim Younsi, il y a un souci, je vais vous laisser entre les mains de la régie, je reviens à vous dans un petit moment. Idir Wounnouren, merci d'être avec nous, Idir. Bonsoir, M. Benchelouf. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, on vous entend très bien. Idir Wounnouren. Je ne vois pas le plateau. Je salue mon ami Brahim et M. Hamadan et un salut à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci, Idir. Alors, Idir, d'abord, comme ça, à chaud, voilà, nos sénateurs ou nos sages, comme disent certains, viennent d'être renouvelés partiellement. Vous savez, demanderons tout à l'heure à Brahim Younsi de nous faire une petite explication de texte sur ce bidule
qu'est le Conseil de la Nation. D'abord comme ça, donc à chaud, et dire qu'est-ce que vous en pensez? Pour le Sénat, je crois que à part peut-être le Sénat américain, et j'en suis pas très sûr, c'est toujours un vote indirect. Donc c'est les élus qui élisent les représentants, on dit souvent, les représentants des territoires au niveau du Sénat. Dans ses prérogatives, me semble-t-il, de mémoire, je ne pense pas que le Sénat ait une possibilité d'engager une loi. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément concernant le Sénat, c'est que vous avez parlé du tiers présidentiel. Ce tiers présidentiel a été proposé afin de bloquer un éventuel dérapage, et c'est arrivé disons, ce qu'on a vécu après le processus électoral, et qu'il fallait donner de la manœuvre au président, une manœuvre supplémentaire au président de la République afin qu'il puisse nommer le tiers présidentiel, qui ne renvoie à aucune expression démocratique. Une minorité de blocage pour parer à toute éventualité. De blocage, on va dire. D'accord. C'est la deuxième chambre, donc il y en a qui disent que ce n'est pas véritablement l'expression de la volonté populaire. Par contre, pour d'autres, il serait peut-être le garant des équilibres éventuels. Maintenant, on s'interroge sur bicamérisme. Quelles sont ses prérogatives, enfin, quelle est sa légitimité, et quelles sont les prérogatives du Sénat? Le Sénat peut bloquer une proposition de loi qui émanerait des députés. Après, je pense qu'il doit y avoir aussi une commission paritaire, me semble-t-il, de mémoire. C'est 10 députés des deux chambres. Et s'il n'y a pas d'accord, le texte proposé est retiré. Donc, si vous voulez, je ne vois pas comment on pourrait fonctionner, surtout avec cette histoire de tiers présidentiel, de manière complètement démocratique, d'autant que le Sénat est très budgétivore et qu'au moment où nous sommes dans la crise, je ne sais pas quelle valeur ajoutée il y aurait, si ce n'est peut-être caser les copains et les copines au niveau du Sénat, voilà, globalement. Très bien. Alors, juste une anecdote que tous les journalistes connaissent, une information que tous les journalistes qui ont couvert en Algérie ou qui continuent de couvrir les élections locales savent très bien. Moi, je me rappelle quand j'étais au journal Liberté et que je couvrais ce genre d'élections, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Ces grands électeurs qui élisent les sénateurs, ils se font payer. Et les candidats, c'est au plus offrant, c'est celui qui offre le plus. Sauf qu'il se passait un phénomène assez bizarre, c'est que ces électeurs, après, ils se faisaient payer par l'un et ils votaient pour un autre. Parce que comme c'est un vote à bulletin secret, le monsieur n'avait aucune possibilité de vérifier. Alors, je me rappelle, je ne vais pas citer les deux villes où j'ai vu se passer ce genre de... Je me rappelle que c'est incroyable. Un candidat qui se baladait en Mercedes à l'époque, un gros importateur, qui était en même temps membre de la PUI, et qui allait faire du porte-à-porte le soir chez les grands électeurs, entre guillemets, et avec des paquets d'argent, chacun avait l'argent qui... Alors, pour être sûr qu'il allait voter pour lui, il le faisait jurer sur le Coran. Croyez-moi, chers amis. Comme si ce monsieur qui se fait acheter pouvait se faire une quelconque entrave morale parce qu'il a juré sur le Coran. C'est vrai en plus, excusez-moi, M. Benchir. Oui, je vous en prie. D'autant que le scrutin, me semble-t-il, est un scrutin uninominal à un tour. Oui. Les tractations, quand c'est des tractations partisanes, ils savent très bien, les élus, par discipline militante, que ce soit ceux du RCD, ceux du FLN, ceux du RND, je parle de temps en temps voter très partisan, mais c'est vrai qu'il y avait une espèce de course à l'échalote, une espèce de rapport de force contre probablement des intérêts. Mais ça, c'est la logique un peu partisane. Je veux dire, ça existe un peu partout. Mais je crois que la question fondamentale que l'on devrait se poser, à quoi sert le Sénat? C'est ça. Oui, nous allons en parler. Alors, je vais aller vers Abbas Hamadan, mais avant, écoutons encore M. Chorfi nous donner une grande leçon de démocratie
pour ce qui est de l'ascenseur social qui permet aux plus faibles de monter aux cimes du sérail politique. Écoutez ce monsieur. بعد التشريعيات مباشرة أتوني بعض المنتخبين المستقلين، واحد منهم قال لي سيد الرئيس أنا فقير، لم أكن أحلم أن أحصل حتى على منصب عمل في بلدية، وأصبحت اليوم نائب في المجلس الوطني الشعبي. وأمس في الجزائر العاصمة أتوا الناخبين للسيد المنسق قالوا له بالحرف الواحد نهنئكم كسلطة، ونحن مسرورون إذ أن الممثل لولاية الجزائر من أبسط المواطنين ويسكن في حي الشعبي في براقي. هذا دليل على أن المصعد الديمقراطي أصبح حقيقة في الجزائر الجديدة. Abbas Hamadan, merci d'être des nôtres. Abbas Hamadan, il y a un souci. Brahim Younsi, merci donc Brahim Younsi d'être avec nous. J'espère qu'on va vous entendre maintenant. Moi, je vous entends. Très bien, très bien. Alors, mais je ne vous vois pas. Ah, d'accord. Ça ne me fait rien. L'essentiel est que vous m'entendiez. Ben, vous voir, c'est aussi... ça va venir, j'espère. Voir tout le monde, c'est aussi bien. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci. Je salue mon ami Idir et c'est Hamadan, c'est Abbas Hamadan. Merci. Que je suis content de voir ce soir. Karim Naïtou Slimane s'excuse de ne pas être avec vous aujourd'hui. Il a du travail. Et nous avons eu le plaisir de voir notre ami Abbas Hamadan, qui est pourtant malade, un peu souffrant, qui a accepté donc de venir nous rejoindre. Brahim Younsi. Bon courage à Karim. Alors, Brahim Younsi, est-ce que vous pourriez nous faire une petite et brève explication de texte sur ce Conseil de la Nation? C'est quoi? Ça sert à quoi? Ça se passe comment? Vous avez dit l'essentiel. Bon, bien entendu, il fait partie de ce que l'on appelle le Parlement, ce que l'on appelle dans certains pays la Chambre haute. J'ai entendu Idir qui a bien expliqué les choses. Mais le Sénat, vous l'avez dit, certains le traduisent par Conseil des sages, alors que le Sénatus, parce que ça vient du Sénat romain, le Sénatus, c'est le Conseil des anciens. Et Dieu sait que nous avons beaucoup d'anciens dans ce Sénat algérien, mais la majorité est quand même relativement jeune. Ce qui est remarquable dans ce Sénat, ce Conseil de la Nation, c'est qu'il participe à la fois de façon sur la forme. Sur la forme, il participe du système français, qui est aussi bicaméral, et il participe également du système américain, du point de vue de la représentation des wilayas chez nous et des États fédérés aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est la démographie des départements qui décide du nombre des sénateurs. Or, en Algérie, c'est comme aux États-Unis, nous avons 2 sénateurs, 2 conseillers de la nation par wilaya. Ça veut dire il y a 158 wilayas aujourd'hui, faites le compte. C'est dire que le nombre des sénateurs, des conseillers augmente. Nous avons 174 sénateurs aujourd'hui. Sinon, le Sénat, en principe, où les sénateurs est élu pour une durée de 6 ans, qu'il est renouvelable par moitié tous les 3 ans, et c'est la raison pour laquelle il y a un renouvellement de la moitié des conseillers de la nation
ce 5 février. Et le scrutin, c'est un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Vous voyez que, sinon, le Sénat, entre guillemets, sa raison d'être essentielle, parce qu'il a été institué en novembre 1996. Et vous savez qu'en 1992, il y avait un vide institutionnel. On ne trouvait pas un remplaçant, un successeur par intérim au président de la République, je mets des guillemets, qui a été contraint, je parle de Chadi Bejdid, on lui a fait un coup d'État, qui a été contraint de donner sa démission. Et il y a bien un vide constitutionnel, et institutionnel, parce que avait-on dit que l'Assemblée nationale, il n'y avait qu'une seule chambre, était dissoute, et que le président du Conseil constitutionnel ne pouvait pas prétendre, souvenez-vous, il y a eu toute une critique là-dessus, et que le président du Conseil constitutionnel ne pouvait pas prétendre, même si cela lui avait été demandé, ne pouvait pas prétendre à remplacer par intérim, à succéder par intérim au président de la République. C'est dire qu'en 1996, on s'est hâté de créer ce Conseil de la Nation, ce Sénat qui est fait de briques et de brocs, tout simplement. Vous l'avez insinué tout à l'heure, pour empêcher tout simplement le vide institutionnel au cas où l'Algérie, où nous vivrions le même problème après. C'est en fait comme quelqu'un qui porte une ceinture et des bretelles. Tellement il ne fait pas confiance à son pantalon, parce que dans un régime qui est assuré de ne pas être trahi, j'allais dire, de ne pas être pris dans une quelconque histoire de majorité qui soit contre lui, puisque les partis qui figurent dans ce Sénat sont tous des partis du régime, ou à la grande limite une petite minorité de partis qui font semblant d'être dans l'opposition. Donc pourquoi avoir créé cette minorité de blocage pour faire face à quoi? Il n'y a aucune surprise possible. Aucune surprise ne peut venir de ces gens contre ce régime. Ils lui sont acquis corps et âme. Au cas où se présentait un coup de Jarnac, parce qu'il peut y avoir des trahisons, et il y en a eu. Donc on prévoit effectivement, vous avez parlé de tiers bloquants, que le président de la République, entre guillemets, nomme. C'est quand même une anomalie démocratique. Vous en avez entendu parler ailleurs dans le monde, un schéma pareil, le président de la République qui nomme le tiers, nomme directement. C'est pas qu'il. Est-ce que ça existe quelque part ailleurs? Non. À ma connaissance, non. Nous savons qu'il y a des partis godillots et en général, ils remportent à 100% les élections. C'est le cas de la Chine, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de pays de la Corée du Nord. Nous sommes les voisins, sinon les frères des Coréens du Nord, du point de vue institutionnel. C'est clair que cet artifice, il y a un artifice et il y a beaucoup d'artifices électoraux en Algérie, et ce tiers présidentiel est en effet un artifice électoral. Très bien, restez avec nous, Brahim Younsi. Abbas Hamadan, merci donc d'être des nôtres. Marhaba bik. Allah ysalmek. Merci pour l'invitation. Bonsoir à tes invités, puis bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Azul Fillaoun, salam alaikum. Alaikum salam. Alors, Abbas Hamadan, d'abord, votre sentiment sur cette très curieuse institution dont on nous dit qu'elle fait partie du Parlement, c'est la Chambre haute, le Sénat, le Conseil des sages,
Conseil de la Nation et autres appellations du genre, dont le tiers est nommé directement par le président de façon tout à fait arbitraire, sans aucun vrai critère. C'est d'ailleurs lui qui a nommé l'actuel président du Sénat directement. Et les 2 tiers qui sont nommés par des partis maison, des partis qui sont issus de la fraude, du bourrage des urnes, ou des partis qui font semblant d'être dans l'opposition. Zama, votre sentiment, Abbas Hamadan? Je commencerai par la dernière question qui a été posée. Est-ce qu'il y a un antécédent historique dans cette histoire de nomination? Moi, j'en connais au moins un exemple, c'est Mussolini, qui avait son quota dans l'Assemblée des députés. Il avait son quota propre, c'est lui qui les désignait directement. Le reste des sénateurs, des députés, ils appartenaient effectivement aux 2 partis fascistes qui se partageaient le pouvoir. Voilà, donc ça c'est un peu pour l'histoire. C'est dire. Après, c'est dire. Oui, c'est en fait quand il faut pas comparer le régime algérien, il faut pas chercher dans les démocraties américaines, européennes et tout. Il faut plutôt regarder du côté Mussolini, Pinochet, Corée du Nord et tout cela. Comme ça, on n'aura pas l'impression de faire de la science-fiction. Pour le reste, le Sénat, c'est un gadget, qui participe un peu à la fabrication de la façade civile pour cacher le véritable visage, la véritable nature du régime algérien, qui est une dictature militaire et qui se drape derrière une façade civile, derrière un président désigné qui est civil, qui peut être aussi militaire parfois, un gouvernement et tout cela. Donc, après, pour le reste, là, on se retrouve vraiment une espèce de poupée russe. C'est-à-dire, on a, puisque c'est une élection, c'est un vote indirect, un suffrage indirect, on a des élus qui sont issus d'élections frauduleuses, qui vont voter pour des sénateurs qui... on a l'impression que la fraude, comme diraient les mathématiciens, elle suit une courbe exponentielle. On n'est pas dans les courbes arithmétiques, mais dans les courbes exponentielles dans ce régime. Tout ce qui peut être écrit ou transcrit sur le papier par rapport au rôle du Sénat dans la vie politique et tout, ce n'est que de la parodie. On sait que le Sénat, on n'a jamais entendu parler du Sénat prendre une initiative qui contrarie le gouvernement. On n'a jamais vu le Sénat jouer les rôles qui lui sont dictés. C'est une chambre d'enregistrement. Et moi, je trouve que son président, M. Saleh Goujil, est une incarnation de cette institution complètement fabriquée, factice. Saleh Goujil, il est ministre au moins depuis 1979. La première fois il est devenu, c'est-à-dire depuis presque un demi-siècle. Il a 90 ans. Mais voilà, donc ça résume parfaitement ça. C'est une incarnation du caractère gadget de cette institution. Très bien. Alors, justement, un tour de micro avant de passer à ce qui nous intéresse vraiment, nos prisonniers politiques et nos détenus d'opinion. Mais avant, Abbas Hamadan, Abbas Hamadan vient de nous dire, en fait, ce n'est qu'une parodie. Une parodie d'élection, une parodie démocratique. D'accord. Mais le problème qui se pose, la question qui se pose vraiment, et dont j'aimerais qu'on en parle un peu, c'est
à destination de qui, cette parodie? Ce régime qui organise tout ça, qui se donne tant de peine, qui mobilise ses médias, ses relais, ces choses, c'est pour convaincre qui que nous sommes un pays démocratique? Si c'est les Algériens savent très bien que ce n'est pas le cas. Il n'y a pas un Algérien en Algérie qui ne sait pas que c'est de la frime, que c'est une parodie. Si c'est à l'étranger que c'est destiné, toutes les chancelleries étrangères qui sont à Alger savent ce qu'il en est. Toutes les opinions publiques du monde connaissent la vraie nature de ce régime mafiocrate. Alors, on en arrive à se dire, mais c'est donc destiné à qui? Pour qui ils font tout ça? Ça doit bien avoir un but. Ils ne font pas juste comme ça. À moins que ce ne soit pour eux-mêmes, pour se convaincre qu'ils sont dans quelque chose, à moins qu'ils ne soient dans un cas de schizophrénie, dans un cas de sidération, de fuite en avant, de déni, qu'en sais-je. C'est-à-dire que le Sénat en lui-même, il aurait pu servir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux écoles. Il y en a une qui dit ce n'est pas le fait qu'il soit d'abord un suffrage indirect, donc c'est les grands élus, c'est les élus des communes, les élus des APUI qui votent pour justement le Sénat. Et il y a une autre école qui dit ça sert à maintenir les équilibres. Dans le cas de notre pays, justement, l'initiative de créer le Sénat, c'était pour contrecarrer suite aux élections législatives de décembre 91-92, il fallait à tout prix donc avoir une espèce de blocage. Là où j'ai un désaccord avec M. Hamadan, c'est ça, c'est qu'il dit on n'a jamais vu le Sénat contrecarrer le gouvernement. Je l'avais dit précédemment, le Sénat n'a pas vocation à initier des lois législatives, donc il ne possède pas le droit d'initier donc des lois. Et deuxièmement, le Conseil de la Nation, et c'est encore plus grave, ne possède pas non plus le droit, comme on dit, à l'amendement. Donc là où je le rejoins, par contre, et je rejoins Brahim, c'est que c'est véritablement des élections, il emploie le mot frelaté, moi je dirais des élections qui ne sont pas très représentatives. Donc fatalement, nous avons des sénateurs qui ne sont pas très représentatifs de la souveraineté populaire. Quant au deuxième volet de votre question, c'est à quoi ça sert? Bon, moi, je répète encore une fois, il sert uniquement, c'est un levier, c'est un outil que le pouvoir en place met à sa propre disposition afin de se prémunir justement d'une crise institutionnelle suite à des lois, malgré le fait qu'il n'ait pas, encore une fois, le droit d'initier à la fois des lois et à la fois, il n'a pas le pouvoir d'amendement. Donc voilà. Et juste, me semble-t-il, cher Brahim, j'espère que tu me reprendras, il me semble que le vote des sénateurs, c'est un vote uninominal à un tour. Mais justement, je me disais que vous aviez chacun fait une déclaration qui contredit celle de l'autre invité, mais Brahim Younsi va pouvoir répondre. Oui, bien sûr. Alors, Brahim Younsi, si vous voulez bien répondre à la question de Idir, et après à la mienne, à qui est destinée cette parodie, comme l'a dit Abbas, électorale, soi-disant démocratique? À qui elle est destinée? Aux Algériens, aux opinions publiques internationales? Mais d'abord, une réponse à Idir, un tour, deux tours. Pour moi, il y a deux tours. C'est un scrutin effectivement direct, uninominal à deux tours. Si je ne me trompe pas, je vérifierai. Peut-être Idir a-t-il raison. Je vérifierai. Mais dans ma caboche, dans ma tête, c'est un scrutin uninominal indirect à deux tours. Il est possible que je me trompe. D'autre part, quelle était la question? La question est à qui est destinée cette parodie? Oui, enfin, les élections algériennes, d'ailleurs, depuis les années 50, sont célèbres depuis Najlan, depuis 1948, 47-48. On parle d'élections algériennes parce qu'elles sont quasiment toutes soumises au trucage.
elles ne sont pas représentatives de l'opinion publique, des électeurs. Et les parodies d'élections, on en a connu, c'est pas nouveau. Elles ne datent pas de ce 5 février de 2022, à l'exception pour moi en tout cas, peut-être que Idir et Abbas ne seraient pas d'accord avec moi, mais pour moi les seules élections plurielles, acceptables, honnêtes, claires, etc., c'est celles qui ont été organisées le 26 décembre 1991 et qui ont été dissoutes, si j'ose dire, le 11 janvier, à la suite d'un coup d'État le 11 janvier 1992. Sinon, pratiquement toutes les élections ont été truquées, notamment depuis que l'on a instauré, après le 5 octobre 88, avec la Constitution du 23 février 1989, le pluralisme politique. Sinon, avant, nous étions sous l'empire du parti unique depuis 1962. Cela est une réalité, une vérité. Nous étions dans le parti unique, sous l'empire du parti unique. Et là, bon, l'Assemblée représentait l'idéologie et le parti unique. Voilà. Mais à partir de 1989, logiquement, les élections devaient se passer dans la transparence et dans la pluralité des partis. Et c'est ce qui a eu lieu en 1990 et en 1991. Et nous serions restés dans ce mode d'organisation de la société sur le plan politique et électoral si le commandement militaire n'avait pas décidé d'interrompre le processus électoral et le processus démocratique. Sinon, depuis, toutes les élections étaient des parodies électorales. On ne peut pas dire le contraire. Abbas Hamadan, même question. À qui sont destinées ces parodies électorales, ces parodies qui veulent faire croire que l'Algérie est un pays démocratique où les Algériens choisissent vraiment leurs représentants? C'est destiné à qui? Aux Algériens, aux étrangers? À se mentir soi-même pour se figurer que ces gens sont des justes qui dirigent un pays démocratique? Je commencerai par jouer l'arbitre entre Brahim Youssi et Ounoran. En fait, c'est à un seul tour. Hein. Même si ça n'a aucune importance, c'est une élection à un seul tour. Très bien, Idir est à la menthe. Et moi j'ai été prudent, comme j'étais pas sûr, j'ai pas voulu m'avancer. Oui, bon, même si ça, franchement, c'est un détail. Hein. Ouais. Même si on dit que Idir, un petit mot, Idir? Oui. Un mot, vous vouliez dire un mot? Oui, je voulais juste vous dire que c'est moi qui ai eu raison avec un vote uninominal à un tour. Pardon. Donc c'est Brahim qui est à la menthe. Je vous laisse poursuivre, Abbas Hamadan. Franchement, c'est un détail. Hein. Oui. Après, sur la question, juste pour revenir un petit peu sur le rôle du Sénat, sur le papier, hein, par rapport au gouvernement, j'ai à aucun moment laissé dire que le Sénat il avait le droit d'initier des lois, ou même en France, hein, des projets de loi. Ça, c'est l'apanage du gouvernement et puis parfois les députés avec certaines conditions et tout. Mais par contre, le rôle du Sénat, entre autres, normalement, en théorie, il a un rôle de contrôle sur le gouvernement. Il peut, par exemple, en cas de fraude, en cas de dépassement, il peut mettre en place des commissions d'enquête par rapport qui risquent de gêner ou de remettre en cause telle ou telle attitude ou politique. Comme cela a été le cas récemment, une commission d'enquête de la Chambre basse qui a été déclenchée sur le sujet de la spéculation et de l'inflation et qui a vite été suivie par une autre commission d'enquête du Conseil de la Nation. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais allusion à ce rôle-là qui est un rôle, encore une fois, un rôle complètement inexistant.
Pour le reste, alors en fait, le régime algérien, il a toujours, en fait, il s'est toujours, comme je dis, c'est un régime militaire avec une façade civile. Et après, qui il essaye de tromper. Oui. Ben, en fait, tout cet habillage institutionnel, il s'adresse aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Alors, je commencerai par l'extérieur. On sait très bien que le pouvoir algérien, il a ses soutiens, sans lesquels il ne peut pas tenir quelques mois, parmi lesquels la France en tête. Oui. Donc, en fait, c'est une façon de dire, de se rendre un peu vendable, crédible. Sauver les formes, voilà. Ouais. Mettre les formes, et comme ça, on peut critiquer un petit peu. On dit, bon, ils sont sur la voie, ne vous inquiétez pas. Si jamais il y a des pays qui veulent fâcher ou contrarier l'État français, le pouvoir français ou les autres puissances qui soutiennent le régime algérien, on va leur dire, bon voilà, c'est un pays qui a la démocratie, elle est en construction, il y a des institutions et tout cela. Donc il y a un peu, mettre un peu les formes, hein. Même si aujourd'hui, effectivement, il y a plus grand nombre mais ils ont réussi, hein. Ils ont réussi grâce à une politique très très puissante. Ils ont réussi à tromper quand même les médias occidentaux pendant plusieurs années, voire même des décennies, hein, en utilisant parfois la carte de la lutte contre le terrorisme et d'autres fois en jouant sur la politique des non-alignés, etc. Ils ont réussi quand même à tromper pas mal de monde. Et au niveau national, il y a une consommation aussi interne. Le régime algérien, avec sa mentalité colonialiste, parce qu'il traite le peuple algérien comme l'administration coloniale le faisait à l'époque, avec un certain mépris. Il considère qu'il y aura toujours une partie incompressible de la population algérienne qui va gober tout ce qu'il va leur dire. C'est ce qu'on appelle, malheureusement, j'aime pas beaucoup, je trouve parfois un petit peu méprisant, les bosba al-Zarq, comme on dit. Et il y a donc une partie de la population qui va gober tous ces discours, c'est les gens, ce sont les gens qu'on a maintenus dans l'ignorance, qu'on a maintenus exclus de la vie politique et tout. Donc, ils ont un niveau, on va dire, ils ont une conception de la citoyenneté complètement triste et malheureuse, c'est-à-dire une conception de personnes qui sont soumis, qui doivent obéir au pouvoir central. Voilà mon explication, enfin ma lecture Très bien. Par rapport à la question. Très bien. Puissamment raisonné, soit dit en passant. C'est vrai que les puissances occidentales qui soutiennent ce régime voudraient bien qu'on leur donne bonne conscience, ne serait-ce que par rapport à leurs propres opinions publiques, pour dire non, ce régime va vers la démocratie. Regardez, ils ont des élus, ils ont un parlement, un sénat. C'est très vrai. Alors, nous allons passer maintenant à un vrai sujet, celui qui mobilise en Algérie, qui mobilise particulièrement dans les prisons algériennes où, nous dit-on, d'autres détenus d'opinion et de prisonniers politiques sont en train de suivre, d'adhérer à ce mouvement de grève de la faim. Et nous allons en parler juste après ça. Des prisonniers politiques et des détenus d'opinion dans les prisons algériennes qui se mobilisent, qui ont entamé une grève de la faim qui est à son 12e jour aujourd'hui.
où ils disent « grève de la faim pour la dignité ». Certains relais politiques du Hirak parlent de grève de la faim, de la dignité et de la liberté. Il semble que ce régime a une peur bleue que ce mouvement ne puisse éventuellement s'amplifier, s'élargir à tous les prisonniers politiques et d'opinion qui sont dans ces geôles. Et il a d'autant plus la panique que le 22 février, journée de commémoration de la 3e année du Hirak, approche à grands pas. Nous ne sommes plus qu'à quelques jours. Et donc, il a mis le paquet, il a quasiment transféré plusieurs prisonniers qui avaient entamé grève de la faim. Il les a même frappés. Nous allons voir une vidéo maintenant d'un frère de détenu. Vous allez écouter ce qu'il va nous dire. Et j'aimerais bien que nous puissions en discuter, d'analyser cette grève de la faim, ce qu'elle pourrait donner, ce qu'elle pourrait laisser espérer, et comment les Algériens doivent-ils faire pour essayer d'être aux côtés de ces compatriotes qui se mobilisent pour la dignité et la liberté. Et nous allons écouter le frère d'un détenu, le frère de Soheib Debari. كنت في زيارة الآخر اليوم أصبح في سجن الزويرة، حيث يعني في حالة كان ضعيف في الجسد تاعو وعيان بزاف، اون بليس دو سا كان محلول في راسو 4 بوت سيتور، ضربوه في الحراش بالترونسفير، حصلوا فيهم هما ومحمد جديد وليداهم في جماعة الخمسة، يعني حصلوا فيهم بلي هما اللي بداو الإضراب وتعرضوا للمضايقات وتعرضوا يعني للتعنيف داخل الحبس والتغيير تاع السجن. ما جاش من عند وكيل الجمهوريه، لان كي رحنا لوكيل الجمهوريه لقينا بلي ما سمعش كاع بالتغيير هذاك وما كانش مينفع عن بالو. التغيير من عند من جا الله اعلم. وهذا هو المسج اللي حبيت يعني نوصلوا، انه المساجين هذوك مالقي لهم داخل السجن ومازالهم يتعرضوا لضغوطات ويعني تعنيف وضرب من عند السلطات هذه ولا من عند لي ريسبونسابل اليوم الداخل. حتى خويا تحاموا عليه 5 لي كارديون داخل. يعني نقول باللي انا نحمل السلطات كاع المسؤوليه لشي حضرت في هذه المساجين، وسورتو كانوا في اضراب وصحتهم بدات تضعف لحاليا المساجين ان شاء الله. Vous venez d'écouter le frère de Soheib Debari, prisonnier politique en grève de la faim, dont il nous affirme qu'il a été frappé, qu'il a 4 points de suture sur le front, malmené, maltraité, transféré loin de sa famille à titre de représailles pour avoir mené une grève de la faim que le procureur général dément. Il dit qu'il n'y a pas eu de grève de la faim. Et le frère de Soheib nous dit que ce n'est pas le procureur qui a décidé, il n'était même pas au courant du transfert qui s'est tenu en pleine nuit. Il se pose la question, qui sont ces gens qui s'immiscent dans les affaires de justice et qui décident d'une telle mesure? Avant de répondre à la question, il faut déjà, je pense, porter un regard sur le mandat de dépôt et la détention provisoire. Conçu par le législateur algérien comme étant une exception, la détention provisoire ou la mise de mandat de dépôt, mise en mandat de dépôt est devenue une règle. C'est une règle, donc l'exception étant devenue la règle. Et moi, j'invite la communauté des juges de sortir de cette indignité. Ça part de là aussi. Concernant vous l'avez dit dans votre petite introduction avant que le frère du détenu d'opinion s'exprime, vous avez dit que c'était le combat pour... D'abord, c'était un acte de résistance absolue, c'était le combat pour la dignité et pour la liberté. Ce qui est exactement... c'est comme ça qu'on doit qualifier cette grève de la faim. Vous avez remarqué, on l'avait dit la semaine dernière, nous avions dit que, étant donné que on disait qu'il y avait une trentaine uniquement située à la prison d'Al-Harraj, qui avait entamé une grève de la faim. J'avais même reçu un message que j'avais lu là en pleine antenne où la famille du jeune Tajadid avait confirmé la règle de la faim et peut-être qu'ils allaient essayer de casser la dynamique qui se trouvait à Al-Harraj en les mutant
dans d'autres prisons, ce qui a été fait, hélas. Pour en revenir à cette histoire de grève de la faim, vous savez, quand le mépris, la condescendance se conjugue avec la répression et dans un état de non-droit absolu, qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? Il y a un rapport qui a été publié aujourd'hui ou hier, je pense par Euromed, où ils disent en substance, là, je lis juste 2 mots, le système judiciaire algérien porte une part de responsabilité dans la prolongation de la détention des détenus d'opinion pendant des mois. Je conseille aux téléspectateurs et téléspectatrices de lire ce rapport, parce que si vous voulez, ces grévistes de la faim ne doivent pas être dans des centres de détention. Pour la bonne et unique raison, c'est qu'ils considèrent au remède que c'est une procédure illégale, car ils n'ont pas été encore jugés pour aller dans des prisons pour éventuellement effectuer leur peine punitive. Mais ce qu'il a lieu de dire aussi, nous connaissons tous comment un peu fonctionne, du moins en superficie, le système algérien, c'est qu'il me semble-t-il qu'il devrait y avoir une vague de mobilisation par les techniciens du droit, par les avocats et par les hommes libres, pour justement que l'ensemble de la population algérienne puisse comprendre les enjeux, et deuxièmement, externaliser cette violation des droits de l'homme. Rappelez-vous ce qui est arrivé quand des camarades à nous avaient entamé des procédures afin que le Parlement européen puisse, dans le cadre des droits de l'homme, nous précisons, puisse éventuellement déclarer dans une procédure d'urgence la violation des droits de l'homme. Rappelez-vous les marches et les sit-ins qui ont été faits à Genève devant le Haut Comité des Nations Unies. Et à ce moment-là, le pouvoir s'est braqué. Et ils ont peur, justement, ils ont la crainte, ils n'ont pas de peur, ces gens-là, ils ont la crainte qu'au moment où nous avons quelques difficultés pour marquer notre présence dans le Sahel, nous avons un front interne qui est pour le moment en statu quo, mais qui prélude probablement de graves dérapages, au moment où le ministre des Affaires étrangères, dans son entrevue avec RFI et France 24, qui, faut-il le rappeler, est une chaîne de soft power du Quai d'Orsay, je parle de France 24, on n'a pas remarqué à ce moment-là une parole qui est passée inaperçue, qui a été déclamée par M. Lamamra, où il dit en substance, par rapport à nos ressortissants algériens à qui le gouvernement algérien ne donne pas les laissez-passer de retour, où il parlait ensuite plus largement de la communauté algérienne résidente légalement en France, où vous avez des difficultés à retrouver un emploi, etc., etc. Et il a ajouté, il y a des gens qui en France, portent atteinte à la sécurité nationale du pays, c'est-à-dire de l'Algérie. Il faisait allusion probablement aux blogueurs, à l'opposition et à toutes les personnes qui, quelle que soit leur chapelle, matin, midi et soir, disons, critiquent et dénoncent à la fois le système politique et la violation des droits de l'homme. Donc c'est dans ce périmètre-là, moi je pense qu'il faudra peut-être, sur la base des mandats que pourraient donner, et ça les mettrait en difficulté en Algérie, donner les familles des détenus afin que nous puissions porter, nous militants des droits de l'homme, leur détresse et surtout au niveau des instances internationales, parce qu'il s'agit là de violations caractérisées des droits de l'homme. Voilà, M. Benchelouf. Brahim Younsi. Le sujet que nous abordons tout de suite, celui des prisonniers politiques de façon générale et des grévistes de la faim de façon particulière, a un lien avec le débat précédent. Je veux dire que si l'Algérie était un État démocratique, il y aurait une séparation des pouvoirs. Et le bicaméralisme, pour revenir à cette question-là, dans notre pays, est un bicaméralisme qui n'est pas réel. Parce que le bicaméralisme réel
il a, comme dit Montesquieu, le pouvoir d'arrêter le pouvoir. Et les institutions algériennes de ce type n'arrêtent pas le pouvoir, l'excès de pouvoir, l'arbitraire du pouvoir. La séparation des pouvoirs, c'est ça, la démocratie, même si il y a peu de pays qui ne séparent pas ces pouvoirs-là, mais ils sont démocratiques. Ce n'est pas le cas de notre pays, hélas. Bien entendu que je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Idir, à savoir qu'il faut absolument reprendre la main à l'extérieur. Il faut absolument externaliser, comme il le dit si bien, cette question, et y compris d'ailleurs la question politique, et pas seulement la question des droits de l'homme. Et la question politique, c'est la question démocratique. Il faut absolument que la question démocratique soit mise en exergue, et pas seulement, parce que les détenus politiques et la grève de la faim qu'ils ont entamée depuis maintenant une dizaine de jours environ est une action politique. Et il faut absolument que le politique reprenne le dessus sur toutes les autres considérations. La grève de la faim, et nous n'avons cessé de dire, est un des moyens, mais un moyen de combat extrême, parce qu'il la vie de celui qui entame une grève de la faim, qui poursuit une grève de la faim aussi dure que celle que mènent les détenus politiques dans les prisons algériennes, peuvent mener, le processus peut aller jusqu'à, et nous l'avons vécu hélas, dans notre pays, jusqu'à la mort. C'est dire que cette forme de lutte politique radicale, elle est radicale parce que il y a une radicalité en face, la radicalité du pouvoir. Et nous savons que ce pouvoir illégitime peut laisser les grévistes de la faim aller jusqu'à la mort et ne pas céder. C'est dire que ce pouvoir ignore la vie, méprise la vie, parce qu'il sait pertinemment, et nous l'avons vécu pendant les années de colonisation, que la grève de la faim est toujours une décision et un recours de dernière instance. Et nous sommes dans la dernière instance. Il faut absolument que nous agissions là où nous sommes pour sauver des vies humaines, parce que l'impression en tout cas que nous avons à l'extérieur, et ce qu'en disent les familles, les avocats, c'est que les détenus politiques, les prisonniers politiques sont déterminés à aller jusqu'au bout de leur action. Et le pouvoir illégitime emportera toute la responsabilité et toutes les conséquences de ce qui se produira. Par la suite, les réactions de la population algérienne face à ce drame qui est en train de se dessiner. C'est extrêmement, extrêmement grave que ce pouvoir reste insensible, et non seulement insensible, mais il a institué, alors que le droit algérien ne le dit pas, y compris la Constitution ne le dit pas, il a institué un délit politique, voire un crime politique quand on le conteste. Très bien. Alors, selon des sources des défenseurs des détenus d'opinion et des prisonniers politiques, dans la prison de Bouira, plusieurs détenus, dont Mohamed Dajadit, ont été évacués sur l'infirmerie de la prison pour dégradation de leur état de santé. Alors, Abbas Hamadan. Enfin, engagé par nos compatriotes, me bouleverse terriblement.
la place de ces jeunes-là, de ces grévistes de la faim, n'est pas en prison. Leur place, elle est dans les universités, à l'école, parmi leurs familles. C'est vraiment bouleversant. C'est d'autant plus bouleversant que lorsqu'on plonge un peu dans l'histoire de notre pays, en 1959, à la prison de Fresnes, ici en France, des militants du FLN, des militants indépendantistes, ont entamé la grève de la faim en juin 1959, avec des revendications qui ressemblent comme deux gouttes d'eau avec les revendications de nos compatriotes qui sont en grève de la faim depuis le 28 janvier dernier, à savoir la reconnaissance de leur statut de détenus politiques, d'être traités de façon juste, d'avoir des conditions de détention acceptables, humaines, et puis de bénéficier d'un procès politique. Comme le disait M. Olnoren, il y a des détenus qui sont en prison, en détention provisoire, depuis plusieurs mois. Et ça, en contradiction avec le droit national et international. Quand il y a eu la grève de juin 1959, il y a eu auparavant la grève politique, en fait la grève de la faim des détenus politiques. La première, elle a eu lieu en septembre 1956, mais il y en a eu d'autres, mais celle qui a fait le plus, qui a marqué, on va dire, l'histoire de notre pays, c'est celle de juin 1959. Pourquoi ? Parce que il y avait les détenus, les chefs de la révolution algérienne qui étaient détenus à Aix, Aït Ahmed, Ben Bella, Boudiaf et Bitat. Ils ont relayé cette grève de la faim, donc ça a eu un retentissement extraordinaire. Et suite à cela, quelle a été la réaction de l'administration coloniale ? Et c'est triste de le dire. Eh bien, ils ont répondu favorablement à travers la circulaire qui est devenue célèbre, celle qu'on appelle la circulaire Edmond Michelin, qui était ministre de la Justice de l'époque, dans laquelle il reconnaissait le statut en fait pour dire améliorer, le statut amélioré de ces détenus. Ils ont accepté leur possibilité, le droit de recevoir des colis, notamment de la part de la Croix-Rouge et du Secours catholique et Secours populaire, le droit de se réunir en groupe avec leurs avocats, de recevoir la presse et tout cela. Quand on voit, ça c'était le colonialisme, la nuit coloniale. Quand on voit qu'aujourd'hui on est en 2022, la réaction du pouvoir, c'est de les tabasser. Ils les ont tabassés dès le premier jour. Ils les ont menacés et le lendemain, ils en ont évacué 23 dispersés sur plusieurs prisons. Alors, j'ai entendu ici et là certaines personnes porter du jugement sur cette action, ce mode d'action qui est le grève de la faim. Je voudrais juste rappeler une chose. Le grève de la faim, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose qui est arrivé avec ces détenus, c'est quelque chose qui existe de par le monde depuis des siècles. Même s'il est vrai qu'il a pris une connotation politique, on va dire au XXe siècle, notamment avec la grève de la faim de Gandhi en Inde, en protestation contre le colonialisme britannique en 1932, et puis encore plus spectaculaire, la grève des militants indépendantistes de l'IRA irlandais contre le pouvoir britannique. C'était en 1981. Donc, les gens, quand on fait recours à ce mode qui est extrême, qui est très dangereux pour les personnes elles-mêmes, c'est lorsque toutes les voies, tous les espaces pour avancer, pour faire des revendications sont bouchés, sont interdits. C'est à ce moment-là qu'on fait recours, parce que moi je ne connais pas un seul gréviste de la faim parmi les détenus d'opinion, les détenus politiques, qui est suicidaire dans sa tête. Ils ont envie de vivre, ces gens-là. Ils ont envie de rejoindre leur famille.
ils ont envie de vivre dans la liberté, dans la dignité. Être jugés s'ils ont commis, s'ils ont volé, être jugés avec tous les droits. Et pour terminer, sur le plan, j'ai entendu les deux invités parler de l'internationalisation de cette affaire-là, de cette grève de la faim. Ben oui, parce que notamment, en fait, et je rappelle, c'est des choses qui ont été dites, c'est que l'Algérie, elle a ratifié le pacte international relatif aux droits civils des prisonniers de mémoire en 89, septembre 89 peut-être. Et puis, il y a aussi la Convention internationale contre la torture, ratifiée aussi en septembre-novembre 1989. Donc, le pacte international relatif aux droits civils des prisonniers protège et donne des droits. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, les détenus d'opinion, ils leur ont enlevé le droit de recevoir le couffin. Mais vous vous rendez compte, dans quel monde on est? Qu'est-ce que c'est que ce traitement? Ça, c'est de la torture, c'est des traitements cruels. C'est ce qu'on, d'un point de vue juridique, on est dans le traitement inhumain, dégradant et cruel dont parle justement la Convention internationale contre la torture. Moi, je suis bouleversé par cette histoire. Je suis bouleversé aussi, je suis choqué aussi par le silence de ces pseudo-intellectuels, de certains partis politiques, de silence par rapport à ces jeunes qui n'ont rien fait, à part s'exprimer pacifiquement, exprimer le droit de vivre dignement, de jouir de la liberté. Voilà. Donc c'est vraiment triste d'arriver à ces comparaisons. Je ne voudrais surtout pas qu'on me dise que je suis en train de faire l'apologie du colonialisme. Le colonialisme, c'est un mode inhumain, dégradant, mais inhumain, cruel. Les méfaits du colonialisme ne sont pas à démontrer. Donc c'est pas le sujet, mais oser déjà faire la comparaison en soi déjà, c'est vraiment triste. Merci. Alors, nous allons faire un dernier tour de micro. J'aimerais que vous puissiez nous dire votre avis, votre sentiment sur ce silence quasi abyssal de la presse algérienne. Toute la presse, quasiment, même celle qui essaye un tant soit peu de traiter à minima par de simples petits comptes rendus, alors que la situation est tragique, qu'elle nécessite un véritable engagement médiatique pour faire éclater la vérité. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Et nous savons très bien pourquoi. Parce que cette presse, elle est tenue dans ce fameux carcan, d'un côté la publicité qui lui servit, la publicité institutionnelle, comme on l'appelle en Algérie, la carotte, et de l'autre côté le bâton de la fermeture ou des poursuites judiciaires pour dettes non réglées, non honorées. C'est terrible. Sinon, il y a aussi ce sujet que vous pourriez choisir, mes chers amis, pour conclure, des magistrats. Des magistrats algériens qui sont dans une posture absolument indigne, vile, déshonorante. Comment un corps composé de dizaines de milliers de gens peut se vautrer ainsi dans l'indignité, contrairement à certains magistrats comme le juge Merzoug, que nous saluons, devant lequel nous nous inclinons, qui était le président du club des magistrats, qui voulait libérer la justice, qui a été tout simplement limogé. J'aimerais que vous puissiez, chacun de vous trois, mes chers amis, choisir l'un de ces deux sujets et conclure, nous dire votre mot de la fin, chacun de vous. Vous aurez moins de 3 minutes chacun, malheureusement. Idirou Noren. Sur la répartition des grévistes de la faim dans des centres de détention punitifs est une procédure illégale. Il faut que tout le monde le sache.
pour une seule et bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas été encore traduits en justice et jugés pour rejoindre les centres punitifs de détention. Ça, c'est le premier élément. Il est vrai que dans le climat de terreur généralisée que le pouvoir a mis en place par ses artifices à la fois juridiques et par une pression énorme sur les intellectuels, le mouvement associatif, par justement, encore une fois, l'article 30 de la Constitution dans son alinéa 4, faisant de l'armée la seule, ce n'est même pas une institution, c'est la seule institution, on va dire, qui veille aux intérêts vitaux et stratégiques du pays. L'ordonnance, plus connue sous le nom de 87 bis, et son décret d'application, qui boucle le périmètre dans lequel plus aucune voix discordante ne puisse émerger, et qui acte, encore une fois, l'extinction de la vie publique, de la vie politique, de la vie associative et de la vie intellectuelle. Brahim l'avait dit la semaine dernière, et je rappelle ça à nos téléspectateurs, que nos camarades, nos amis, moi j'ai au moins une trentaine d'amis qui sont incarcérés. Je dis bien une trentaine d'amis qui sont incarcérés. Je peux vous dire une chose, Brahim avait dit que c'était d'abord un acte de résistance et que c'était pour moi un acte politique majeur. C'est vrai, M. Hamadan vient de s'exprimer en disant qu'aucun n'a envie d'être né suicidaire dans sa tête. C'est le combat pour la dignité, c'est le combat pour la liberté. Il faut à tout prix, moi je pense, il a fait allusion aussi aux deux pactes relatifs aux droits de l'homme, et qu'il faut rappeler à l'Algérie, comme l'a fait le Parlement européen, à ses obligations, et ne pas décrédibiliser sa signature, au moment où notre pays, quand même, est dans une situation, à la fois sur le plan interne et le plan externe, relativement affaiblie. Merci. Contre, je voulais terminer juste quelque chose, M. Benchenouf. Je voulais dire à propos des médecins qui ont eu leur équivalence, disons. Vous savez, sur 2000 reçus, il y a 1200 Algériens. Et tenez-vous bien, ils ont été choisis d'abord pour leurs résultats et pour leurs compétences. Et deuxièmement, j'ai écouté une émission ce matin où il disait que par rapport à ceux qui étaient formés en Europe de l'Est et même dans les autres continents et qui avaient postulé à ces postes-là, ils ont choisi les Algériens pour justement, il n'y avait pas de handicap de la langue déjà au-delà de leurs compétences. Et voilà, j'aurais terminé. Merci Idir. Brahim Younsi, vraiment moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. D'accord. Parce que voilà, votre image est figée. L'image un peu figée. Très bien. Très bien, c'est l'essentiel. Vous savez, ce qui est remarquable dans cette grève, c'est que c'est une grève de la faim qui n'est pas individuelle, elle est collective. C'est peut-être la première fois, à ma connaissance, depuis ces 20 dernières années, qu'une grève aussi dure, une grève collective, a lieu. Et cette grève porte sens, et un sens politique profond, et prolonge, qu'on le veuille ou non, en prison, bien entendu, le combat politique. Vous savez aussi que l'Algérie fait partie, hélas, mille fois hélas, des États non démocratiques qui ont fait du politique un délit, voire un crime. Et c'est la raison pour laquelle nos compatriotes se retrouvent par dizaines dans les prisons. S'agissant de la grève de la faim, Georges Duby et d'autres auteurs ont fait un livre collectif il y a quelques années qui s'appelait La grève de la faim ou le dérèglement du sacré. Vous savez que le jeûne participe du sacré. Toutes les religions
jeune ou jeûner. C'est-à-dire que le jeûne est devenu quasiment un combat politique. Un combat politique qui rappelle ce sacré, ce dérèglement du sacré, jusqu'à arriver souvent à la mort. Cela est, à mon sens, extrêmement important, parce que cette grève de la faim participe, non pas du dérèglement, pour moi, du sacré, mais en tout cas de la prolongation, du prolongement du sacré. Merci. Merci, Brahim Younsi. Abbas Hamadan, vous avez le mot de la fin en moins de 3 minutes, s'il vous plaît. Oui. Juste, je rappelle une chose, pour signifier le recul des droits de l'homme, du respect de l'Algérien, de l'humain. En 1981, il y avait les étudiants de la fac centrale qui étaient détenus, qui étaient en prison. Et au bout de quelques semaines, je crois 2 mois de mémoire, comme je cite, ils avaient entamé une grève de la faim qui est de 10 jours. Au bout du 10e jour, le ministre lui-même s'est déplacé pour les recevoir et négocier avec eux. Et suite à cette négociation, il y a eu un élargissement, l'amélioration de leurs conditions de détention, et puis la date du procès a été arrêtée et tout. Donc le pouvoir de l'époque, on est en 1981, le pouvoir a fait des concessions, a accepté de discuter avec eux. Là, donc, on est vraiment dans un régime crypto-fasciste, un régime totalitaire qui se comporte comme, qui traite le peuple algérien comme un ennemi. C'est même pas un adversaire, comme un ennemi. Après, moi, je suis étonné et en même temps choqué du comportement de la Croix internationale, du CICR, la représentant, c'est le Comité international de la Croix-Rouge, la représentant en Algérie, c'est le Croissant Rouge. Normalement, dans leur prérogative, c'est de s'occuper justement des conditions de vie de prisonniers. Et c'est pour ça que je lance un appel pour les familles. C'est pas Saïda Ben Hbilis qui est Oui, c'est présidente. exactement. Vous attendez de Saïda Ben Hbilis pour qu'elle se mobilise en faveur d'un mouvement pareil? Je parle de connaissance de cause parce qu'en fait, il y a quelques mois, on avait entamé une démarche auprès de la Croix du CICR ici à Paris. La première réponse, est-ce que des demandes ont été faites au Croissant Rouge? Parce que c'est ça la procédure. Il faut qu'ils fassent la procédure là-bas, même si on connaît d'avance la réponse. Et comme ça, au moins, on peut passer à l'échelon supérieur. D'accord. Voilà. Oui, c'est un peu dans ce sens que je le dis. Oui, merci. Je connais je sais très bien les personnes qui sont là-bas. Je sais très bien à quelle soupe ils sont nourris. Voilà, donc ça c'est un appel, et puis j'appelle tous les compatriotes, vraiment chacun en fonction de ses moyens, chacun où il se trouve, vraiment de se bouger, ne les laissons pas, nos enfants, ces enfants-là, ne les laissons pas mourir ou vivre des détériorations de leur santé. Abbas Hamadan, Brahim Younsi demande d'intervenir. Brahim Younsi, très vite. Juste pour rendre justice à mon ami Idir. Oui. Pour tout à l'heure, il a raison, c'est un tour. Ah, mais Abbas Hamadan nous l'avait dit de toute façon. Non, mais c'est cet arbitrage, je ne l'ai pas regardé. Donc il y a un arbitrage. Alors je lui dis bravo, il a une meilleure mémoire que moi. Ah ben voilà. Il faut dire qu'il est plus jeune. Eh oui, surtout. Monsieur Benchenouf. Oui. Oui, Idir. Monsieur Benchenouf. Oui, on vous écoute, Idir. Je rends grâce à l'élégance et à l'esprit de mon ami Brahim Younsi. Voilà, tout simplement. Merci, Idir Onoren. Merci, Brahim Younsi. Merci, Abbas Hamadan. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair. Salama.